Le contenu du Code civil, présentation brève. Le contenu du Code civil se laisse apercevoir à travers le plan qui est le sien. Le Code civil est structuré en 3 parties. Première partie, les personnes. Deuxième partie, les biens. Et troisième partie, un peu fourre-tout, les différentes manières, les biens. Alors, deuxième partie, les biens et la propriété. Troisième partie, des différentes manières dont on acquiert la propriété. Alors, il n'y a pas que ça, mais dans la troisième partie, il y a le droit des contrats, le droit des obligations, etc. À travers ces 3 parties, ce qu'on voit, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a 2 sujets importants pour le Code civil. Il y a la personne physique plutôt, un peu la personne morale de manière dérivée, mais surtout la personne physique, son corps, sa vie personnelle, son identité, bref, tout ce qui n'a pas, tout ce qui a de la valeur, mais tout ce qui a une valeur qui n'est pas estimable en argent. Et puis il y a, à travers les biens, ce qu'on va appeler le patrimoine, c'est-à-dire tout ce qui est évaluable en unité monétaire, en argent. Donc pour le Code civil, il y a 2 choses à traiter. Les personnes dans la sphère extra-patrimoniale et le patrimoine, les relations patrimoniales entre les personnes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, le Code civil commence, première partie, par la personne, c'est le sujet premier. Petite parenthèse, vous voyez comment tout ça est malgré tout assez cohérent, assez pensé. Souvenez-vous, quand nous étudions la loi et son processus de fabrication, je vous avais dit déjà dans l'article 34 qui détermine le champ de compétences exclusives du législateur, comme par hasard, l'article 34 dit que le législateur doit intervenir sur toutes les questions relatives aux personnes et à leur état. Et pour les questions patrimoniales, le législateur peut simplement fixer les principes généraux. Vous voyez que dans la Constitution, dans le Code civil, on retrouve cet ordre de prévalence qu'on trouvait dans la Constitution. Sur la personne, que dit le Code civil ? Le Code civil commence avec ces 2 textes qui présentent la distinction entre les droits civils et les droits politiques et qui, des droits civils, dit à l'article 8, tout Français jouira des droits civils. C'est une prose de 1804 qu'aujourd'hui nous exprimons un peu différemment. Nous disons que tout individu est un sujet de droit. Tout individu est un sujet de droit, ce qui veut en réalité dire 2 choses. Tout individu est un sujet de droit, droit au singulier. Tout individu est un sujet de droit, cela veut dire que, a priori, aucun individu ne peut échapper à la règle commune, à la règle de droit. Ça ne veut pas dire que tout individu est enchaîné par la règle, mais ça veut dire que potentiellement, les individus sont concernés par la règle. En tout cas, aucun individu ne peut échapper à la règle si elle doit s'appliquer à lui. Techniquement, vous pouvez rattacher cette notion de sujet de droit, droit au singulier, à ce fameux adage « nul n'est censé ignorer la loi ». Nul n'est censé ignorer la loi, vous le savez, c'est on ne peut pas se soustraire à la règle au prétexte de son ignorance. Ce qui est une façon de dire qu'il n'y a aucun prétexte
aucun bon prétexte pour échapper à l'application de la règle si elle doit s'appliquer. Et derrière la notion technique, vous retrouvez une notion beaucoup plus fondamentale, c'est l'impératif de sociabilité. Il n'y a de sociabilité que si nous acceptons d'être sujets de droit, droit au singulier, que si nous acceptons la règle commune. L'individu, et nous arrivons ici à nos textes, l'individu, la personne, est également sujet de droit, droit au pluriel. La personne est sujet de droit au pluriel, ce qui veut dire qu'elle a des droits. Certains droits sont même des droits, j'allais dire de droit, sont des droits qui lui appartiennent, ou plutôt dont elle est titulaire, du seul fait qu'elle existe. Ce sont les droits fondamentaux, les droits inconditionnés. Mais ces droits, ce sont aussi des droits que l'on acquiert. Par exemple, le droit de propriété. On ne naît pas propriétaire, mais on peut le devenir et auquel cas on acquiert un droit de propriété. Que ces droits, dont chaque individu est doté parce qu'il est sujet de droit, parce que chaque individu est considéré comme dépositaire potentiel de droit. Ces droits, qu'ils soient acquis, qu'ils soient, j'allais dire, innés ou acquis, que ces droits soient présents dès l'apparition de l'individu ou qu'ils apparaissent au fil de son existence, ces droits ont tous une matrice commune. C'est en réalité la vraie signification de la proposition selon laquelle les individus sont des sujets de droit, droit au pluriel. Que les droits soient fondamentaux, qu'ils soient des droits acquis, dire que l'individu est sujet de droit au pluriel, c'est poser le principe que tout individu, toute personne a une égale aptitude à avoir des droits. Toute personne a une égale aptitude à avoir des droits, ce qui veut dire que pour les droits acquis, tous les individus ont la même aptitude en droit, pas forcément en fait, tous les individus ont la même aptitude en droit à devenir propriétaires ou créanciers, peu importe. Ce qui caractérise ces droits que tout individu est susceptible d'avoir, ce qui caractérise ces droits que tout individu est susceptible d'avoir, c'est que ces droits ont pour trait commun d'être opposables à tous. Ce qui fait, qu'est-ce que c'est après un droit? On dit je suis propriétaire. Qu'est-ce que ça veut dire être propriétaire? Être créancier. Je suis créancier, j'ai prêté de l'argent, on doit me le rendre. Ça veut dire quoi, créancier, propriétaire? Qu'est-ce que ça signifie fondamentalement? C'est quoi un droit? Ça veut dire c'est une prérogative. C'est le pouvoir de faire quelque chose, d'exiger quelque chose d'autrui. Il y a une justification juridique. Mais derrière cette prérogative, qu'est-ce qui fait que cette prérogative devient un droit ou qu'elle ne l'est pas? Qu'est-ce qui fait que quand je dis à la personne avec qui je vis que je ne veux pas partir en vacances à la mer, mais que je veux partir à la montagne ou inversement, quand je lui dis « Oh, j'ai bien le droit d'aller en vacances où je veux », que ça, ce n'est pas un droit a priori, c'est du fait. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de la formule « j'ai le droit de faire ça », qui n'est pas du droit, à « j'ai le droit de faire ça », qui est du droit? Eh bien, ce qui fait que la prérogative devient un droit au sens juridique du terme, c'est précisément que cette prérogative est opposable à tous, que tous les membres de la société doivent reconnaître l'existence de ce droit et, a priori, ne pas y faire obstacle. Donc,
Un propriétaire a un droit sur son bien parce qu'il peut dire à toute la société, à tous les individus qui composent cette société, que ce bien est à lui et qu'en conséquence, s'il ne le souhaite pas, les tiers, les individus sont priés de passer leur chemin et de ne pas même passer dans cette propriété. Ça, c'est du droit. En revanche, si je pose ma tente dans un lieu public pour un certain temps, le temps de mes vacances, et que je prends mes habitudes, je me comporte un peu comme chez moi parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde autour, et que quelqu'un passe et que ça me dérange. Je dis, bon, vous ne pouvez pas passer un peu plus loin, vous me dérangez. Ça n'est pas du droit. C'est une emprise de fait, mais je n'ai rien à opposer aux tiers. Je n'ai rien que je puisse exiger des tiers afin qu'ils respectent ce que je pense être ma prérogative, mais qui est sans valeur juridique. Alors, plus techniquement, retenez l'expression parce qu'on l'utilise encore beaucoup, c'est droit au pluriel que tous les individus sont susceptibles d'acquérir. Ces droits dont tout le monde peut être titulaire, on les appelle usuellement des droits subjectifs, au sens que ce sont les droits du sujet, des droits qui sont à lui. Et dans les droits subjectifs, on a pris l'habitude de distinguer, vous allez voir que ces distinctions sont assez naturelles compte tenu de ce que je viens de dire, on a pris l'habitude de distinguer entre les droits extra-patrimoniaux, c'est-à-dire les droits qui n'ont pas de valeur en argent. Exemple, le droit au respect de la vie privée. La vie privée n'a pas de valeur, c'est l'espace que je protège, qu'a priori je n'ai pas à vendre. Certains ont une conception assez minimaliste de ce qui relève de leur stricte intimité. Bon, je pense à tous ceux qui s'étalent sur les réseaux sociaux, mais bon, c'est pas, peu importe. En tout cas, c'est un espace privatif, ça n'a pas de valeur en argent, et droits extra-patrimoniaux qu'on oppose aux droits patrimoniaux, qui, eux, sont des droits qui composent le patrimoine et qui ont une valeur estimable en argent. Et les deux grands droits, les deux grandes catégories de droits subjectifs sont, d'une part, ce qu'on appelle les droits réels, et d'autre part, les droits personnels. Retenez bien ces expressions, elles sont usuelles. Donc les droits subjectifs, droits extra-patrimoniaux, droits dont la valeur n'est pas évaluable, n'est pas estimable en argent. Ça ne vaut pas. C'est inestimable. Et puis les droits patrimoniaux, droits qui ont une valeur estimable en argent, en unité monétaire. Parmi ces droits patrimoniaux, il y a, dit-on, les droits réels et les droits personnels. Donc les droits réels sont des droits sur des choses. L'exemple le plus emblématique du droit réel, c'est le droit de propriété, qui établit un lien exclusif entre le propriétaire et la chose qui est sa propriété. Et on distingue des droits réels, les droits personnels, qui sont les droits pour un individu d'exiger une prestation d'un autre individu. L'exemple type, donc le droit personnel s'appelle aussi la créance. Droit personnel et créance sont des termes quasiment synonymes. Le droit personnel, c'est la créance. L'exemple type, c'est la créance qu'un individu tient d'un contrat. Le banquier qui prête à son client a un droit personnel contre ce client d'exiger le remboursement du prêt, et ce droit personnel est une créance, la créance du banquier sur son client. Bon, au-delà de ces questions techniques, mais il faut bien le retenir, ce qui est important
à travers cette notion de sujet de droit au pluriel, c'est là encore le lien à faire entre la proposition juridique et les fondements du droit, les idéaux, l'idéal de justice qui le structure. Dire que chaque individu a une aptitude à être titulaire de droits. Des droits qui sont opposables à tous, donc que tous doivent respecter. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Eh bien, c'est dire en termes juridiques que chaque individu est une fin en soi et qu'aucun autre ne peut venir nier l'aptitude qu'il a à exister en société. Dire que mes droits sont opposables à tous, c'est dire que pour une partie de mon activité, pas pour tout, nul ne peut être un petit tyran à l'égard des autres, mais il y a autour de chaque individu un espace de droit que les autres sont tenus de respecter, et cet espace de droit le protège de l'éventuelle aliénation à laquelle les autres voudraient, ou d'autres voudraient les soumettre. À travers l'affirmation que les hommes, les individus sont, les êtres humains, les individus sont sujets de droit au pluriel, il y a l'impératif de dignité. L'esprit du Code civil est très proche de la devise républicaine « liberté, égalité, fraternité ». La liberté est le principe, cette liberté est écrite dans la Constitution, mais elle inspire les rédacteurs du Code civil. Portalis dit « En général, c'est dans le polycopier, les hommes doivent pouvoir traiter librement sur tout ce qui les intéresse. Nous sommes libres, sauf à respecter les règles formulées en termes abstraits et généraux. » Comme les règles sont abstraites, elles considèrent cet individu libre, ce qui veut dire libre, c'est aussi capable d'une volonté, elles les considèrent de manière abstraite. L'individu, sous l'angle de la règle abstraite et générale du Code civil, est un individu qu'on considère abstraitement comme un sujet de droit. Ça n'est pas un individu situé socialement, historiquement. Ce qui veut dire, c'est assez subtil, mais c'est important que derrière cette conception, derrière cette conception abstraite de l'individu libre, ayant la volonté, ayant une aptitude à se soumettre volontairement aux règles, qui évidemment préservent sa liberté. Cet individu, il a malgré tout une substance, une consistance implicite qui est la suivante. D'abord, cet individu, le droit le tient pour un être rationnel, pour un être capable d'agir de manière réfléchie, d'avoir à la fois le mental, l'aptitude à la volonté, et d'avoir l'intelligence de la réflexion, en tout cas l'intelligence minimum qui lui permet de savoir ce qu'il veut et de comprendre ce qu'il fait. L'individu du Code civil a une autre qualité supposée qui apparaît de temps à autre dans les textes et dans la jurisprudence. Cet individu, il est rationnel, mais il est aussi raisonnable. Raisonnable, c'est autre chose que rationnel. Rationnel, c'est la capacité à réfléchir et à conceptualiser. Raisonnable renvoie à une attitude morale qui est une attitude singularisée par la prudence. L'homme du Code civil, on l'a longtemps appelé le bon père de famille, expression un peu dépassée aujourd'hui, à laquelle on a substitué la notion d'homme raisonnable, l'homme raisonnable étant l'être humain raisonnable. L'homme raisonnable, c'est celui qui agit, mais avec prudence, qui fait attention. Et cette conception de l'homme prudent se traduit à travers deux règles, deux dispositifs significatifs en droit, un que vous connaissez, l'autre qui est plus discret, mais tout aussi important sous cet angle.
Le premier dispositif, la première règle qui illustre ce principe de prudence, c'est le fait que le principe de responsabilité pour faute ne comporte pas de définition précise de la faute. Donc lorsque le Code civil pose que tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, lorsque le Code civil pose le principe de responsabilité pour faute, il ne définit pas la faute de sorte qu'il laisse les individus dans l'incertitude sur le caractère fautif ou non de ces agissements. Et cette incertitude est évidemment une incitation à être prudent dans la conduite de ces activités. L'autre dispositif qui est significatif de cette prudence, c'est ce que doit faire l'individu qui est habilité à agir dans les intérêts d'autrui. Par exemple, le tuteur qui agit dans l'intérêt de l'incapable. On dit que cet individu doit se comporter en bon père de famille, en homme raisonnable. On le dit. Et se comporter en homme raisonnable, c'est gérer les affaires d'autrui en vue de les conserver et, si possible, de les accroître raisonnablement. Exemple, si le tuteur doit administrer les biens de l'incapable, pensez à une personne dépendante. Cette personne dépendante a le bien dans lequel elle est logée, mais elle a aussi, par chance, quelques petits biens ou un bien qu'elle peut louer qui est susceptible de rapporter un surcroît de revenus. Eh bien, le tuteur doit faire en sorte de mettre le bien en location, mais sans prendre de risques. Donc en faisant un bail à usage d'habitation de quelques années, mais pas trop. Pas quelque chose qui puisse l'engager plus durablement, comme par exemple un bail commercial. Donc on fait en sorte que le patrimoine rapporte un peu, mais sans prendre de risques. On ne s'amuse pas, si on est tuteur, à vendre le bien qui rapporte un petit loyer pour ensuite le placer sur les marchés financiers et prendre beaucoup plus de risques. On ne le fait pas. Eh bien, cette façon d'agir en bon père de famille, en homme raisonnable, c'est cette façon que le Code civil considère implicitement lorsqu'il considère l'individu libre auquel il s'adresse sans filtre. La liberté, donc, c'est la capacité de cet individu rationnel, raisonnable, à agir librement dans la limite, dans les cadres plutôt que les limites, dans les cadres que fixent les règles générales et abstraites issues du Code civil. Le second trait caractéristique de l'esprit du Code civil, c'est l'égalité. Alors l'égalité du Code civil, c'est une égalité en droit, ça n'est pas une égalité en fait. Et en 1804, le droit civil se désintéresse de l'inégalité de fait entre les individus, et ceci apparaît très nettement dans les débats, dans les travaux préparatoires autour de la deuxième partie du Code civil consacrée aux biens, partie du Code civil dans laquelle on trouve le fameux article 544 qui consacre le droit de propriété, droit de jouir de la façon la plus absolue des choses dont on est propriétaire. Lorsqu'on discute de ce texte, on est en 1804, il y a déjà des discussions vives sur la légitimité de la propriété individuelle. Le débat politique sur la propriété individuelle n'apparaît pas uniquement à la fin du XIXe siècle, ensuite des travaux de Marx. La question est déjà posée en 1804 parce qu'il y a eu en 1793-95, la conjuration des égaux, la conjuration de Babeuf, qui prône une parfaite égalité en droit et en fait et l'abolition de la propriété. Eh bien, Portalis dit peu importe
que la propriété soit source d'inégalité. Cette phrase assez dure, n'aspirons pas à être plus humains que la nature, ni plus sages que la nécessité. Il y a des inégalités de talent, il y a des inégalités de naissance. On aurait tort de craindre les abus de la richesse, les différences sociales qui peuvent exister entre les hommes. C'est clair et net. Donc peu importe l'inégalité de fait en 1804, la seule chose qui importe est l'égalité de droit. Égalité de droit, cela veut dire que devant la règle, tous les individus libres sont traités de la même manière. Et c'est la contrepartie de cette égalité de droit, contrepartie modeste mais réelle. Et troisième terme qui caractérise l'esprit du Code civil, c'est la fraternité. Alors cette fraternité, dans le Code civil, elle est discrète, mais elle est présente. Elle est présente d'abord parce que, même si ça n'est pas écrit dans le Code de 1804, on admet déjà l'idée qu'il peut y avoir des obligations naturelles, qu'il est naturel de faire preuve de solidarité à l'égard de ses proches, même si on n'y est pas juridiquement obligé. Et ici, c'est la fraternité au sens étroit du terme, la fraternité entre les frères et sœurs, mais c'est déjà quelque chose. Si tous les frères et sœurs font preuve de fraternité, viennent en aide les uns aux autres, après tout, peut-être que la famille, nous sommes en 1804, peut-être que la famille permettra de régler les questions les plus délicates, difficiles, que pose l'inégalité de fait entre les individus. Conception évidemment un peu ancienne et qui n'est plus la nôtre aujourd'hui. D'où le fait que le Code civil ne contient pas tout le droit. La fraternité apparaît également de manière plus franche dans la partie du Code civil qui est consacrée aux contrats aléatoires. Vous allez comprendre. Un contrat aléatoire, c'est un contrat dont l'équilibre économique dépend d'un événement incertain. Et alors, il y a des contrats aléatoires qui sont très utiles, l'assurance, etc., etc. Mais dans ce chapitre introductif au contrat aléatoire, Portalis, lui encore, prend la parole assez vigoureusement pour dire qu'il y a un type de contrat aléatoire qui est à bannir dans l'ordre civil, dans la société civile, c'est le pari, et plus largement les jeux et le pari. Les jeux et les paris procèdent de contrats qui sont à l'évidence aléatoires. Quand je joue, quand je fais un jeu d'argent, il est entendu que les parties à ce jeu d'argent mettent une mise et que ce contrat est totalement aléatoire puisque la perte de cette mise ou le gain que permettra de réaliser cette mise dépendra de quelque chose qui est aléatoire, soit le résultat d'une compétition sportive, pensez au auto sportif, même si ça n'existe pas à l'époque, le résultat d'un tirage, etc., de 2 numéros, un événement incertain. Bon, généralement, il est quand même assez certain qu'on va perdre, mais pas toujours. Et Portalis dit, ce type de contrat doit être banni du Code civil. Parce que, dans ce type de contrat, dit-il, la fortune de l'un se nourrit de l'infortune de l'autre. La fortune du gagnant se nourrit de l'infortune de tous les perdants. Il n'y a aucun travail, il n'y a aucun échange. Il y a simplement l'enrichissement d'un autre au détriment des autres. Ce contrat, dit Portalis, et c'est l'expression qu'il utilise, ce contrat est exclusif, provoque la rupture de, je le cite, tout lien social. Donc l'expression de lien social est déjà
dans la bouche de ceux qui écrivent le Code civil. Donc il y a ce souci très nettement affirmé dès 1804 qu'il doit y avoir une solidarité entre les individus, que les liens entre les individus, même patrimoniaux, que ces liens, même patrimoniaux, doivent malgré tout créer du lien, mais du lien social entre les individus. On doit éprouver les besoins réciproques des uns et des autres et non pas penser sa fortune dans l'infortune de l'autre.